Salut Marie-Juliette. Salut Marc. Je suis ravi de te retrouver. Aujourd'hui, on va faire une série un peu spéciale. On va parler du monde animal dans Walt Disney, parce que c'est une de tes grandes passions. Et voilà, comment on te présente Marie-Juliette? Tu m'as rejoint il y a déjà un an, tu es celle qui m'a un peu sauvé, en tout cas qui m'aide au quotidien, à monter des épisodes, à programmer les épisodes, à faire les 1000 petites tâches qu'on s'imagine pas avant d'avoir créé un podcast. On va peut-être juste te présenter en 2 mots, Marie-Juliette. Tu as quel âge? Alors j'ai 24 ans. Et tu fais quoi? Tu viens d'où? Alors je suis originaire de Brest. J'ai un master en comportement animal et j'ai un peu dévié. J'ai aussi fait quelques années en licence d'art. Ta présentation, Marie-Juliette, ne serait pas complète sans qu'on dise ton totem. Les habitués de Baleine sous Gravillon savent que dans l'équipe, on a tous un totem. Moi, je rappelle au passage que le mien est mi-prestigieux, mi-infamant, puisque je suis le Condor. En un seul mot, bien sûr. En un seul mot, t'as bien écouté les séries, les épisodes. Et toi, tu es quoi? Moi, je suis le zèbre de Grévy. Le zèbre, c'est un animal qui est assez symbolique parce qu'il est censé représenter des personnes un peu atypiques, un peu trop émotives ou un peu trop bonnes en calcul mais pas trop à l'aise socialement, ce genre de petites choses. Il y a 3 espèces de zèbres, Marie-Juliette, je le rappelle pour les passionnés du vivant. Le plus connu et le plus répandu, c'est le zèbre des plaines, qu'on appelle aussi le zèbre de Burchell. Burchell étant un zoologiste allemand, si je dis pas de bêtises. Lui, c'est celui qui a le moins de rayures. Il a 25 rayures, à peu près, énorme. Il y a le zèbre des montagnes, qui est un peu plus rare, avec une 40aine de rayures, qui ressemble beaucoup aux zèbres mis à part le nombre de rayures, qui ressemble beaucoup aux zèbres de Burchell, mais il est un peu plus rare. Et le plus rare de tous, alors pour le coup, il a de bien plus longues oreilles, et il a autour de 80 rayures qui sont très fines, ouais. Et c'est notre fameux zèbre de Grévy, qui est dans mon bouquin sur les origines des noms du vivant, puisqu'il porte le nom de Jules Grévy, qui était un président français de la Troisième République, et à qui on a fait honneur en lui attribuant ce nom d'espèce. Bref, chère Marie-Juliette, aujourd'hui on va faire une série un peu spéciale, et je te propose qu'on commence par, ne serait-ce que présenter le monsieur. Ouais, tout à fait, ouais. Walt Disney, il est né quand? Alors Walt Disney, il est né au tout début du 20e, en 1901. Il est mort... En 1966. Jusque-là, tout va bien. Il a été viré au début de sa vie à 22 ans pour manque d'imagination. Il y a un journal du Mizoé qui l'a licencié parce qu'il manquait de créativité. Comme quoi... Apparemment. Voilà. Il a bien fait de le virer. Pour le situer vite fait, c'est vraiment un des personnages les plus connus du monde de tous les temps. Il a fondé la Walt Disney Company en 1923. Ouais, tout jeune, à 22 ans, ouais, c'est impressionnant en plus. Ouais. On va tout de suite dire que c'est l'artiste le plus récompensé en matière d'Oscar. Il en a eu combien? Il a eu 22 récompenses et il a été nominé 59 fois. Voilà, donc c'est l'artiste individuel qui a tout simplement remporté le plus d'Oscars au monde. C'est pour ça qu'on parle de lui aujourd'hui. And the winner is Toot Whistle Plunk and Boom, Walt Disney Productions. MJ, allez, je vais commencer moi par le fait que Mickey Mouse, le célèbre Mickey, n'est pas sa première création. C'est sa plus connue, oui, mais c'est pas sûr, sa première création. La première création qui est restée dans les annales de Walt Disney, c'était un petit lapin qui s'appelait Oswald the Lucky Rabbit. Oswald le petit lapin dans les années 20. Ouais, et le lapin chanceux même si on traduit littéralement. Oswald le lapin chanceux dans les années 20, mais il a perdu les droits au profit d'Universal, ce qui l'a poussé à inventer son propre personnage qui s'appelait Mickey Mouse en 1928. MJ, est-ce que tu as des infos complémentaires, des choses à ajouter sur ce personnage tellement connu, Mickey? Bah bien sûr, il y a beaucoup de choses à dire sur lui. Je me suis vraiment concentrée sur l'essentiel et surtout sur les débuts de ce personnage. Donc comme tu l'as dit, Marc, il a été créé en 1928 et il a un design, une apparence assez similaire à Oswald le petit lapin qu'on a évoqué tout à l'heure. Tout simplement parce qu'il a été dessiné par le même illustrateur qui s'appelait Ub Iwerks. Et donc c'est pour ça que Mickey a cette apparence toute noire avec cette tête un peu blanche et puis ses mains et ses pieds humains. On a déjà cette anthropomorphisation, c'est-à-dire cette apparence pseudo-humaine qu'on donne aux animaux qui fait un peu la force des Disney, qui explique aussi pourquoi on s'attache à ces animaux. D'ailleurs, Walt Disney avait dit quand les gens rient de Mickey Mouse, c'est parce qu'il est si humain. C'est là que réside le secret de sa popularité.
Et ce que avait dit Disney aussi, c'est que il s'était inspiré de Charlie Chaplin, donc du célèbre acteur britannique, pour essayer de trouver une attitude, de trouver des gestes à Mickey. Donc ça reste un personnage de souris, puis il s'appelle Mickey Mouse dans la version originale, mais on a quand même ce caractère humain. Et Marc, est-ce que tu sais d'où vient le nom de Mickey ? C'est drôle, tu me croiras pas, c'est exactement la question que j'allais te poser. Effectivement, pourquoi ce choix, pourquoi ce prénom, pourquoi pas Robert, Bob ou autre chose ? Alors, j'ai pas trouvé exactement le pourquoi du comment de Mickey, qui est un diminutif de Michael, tout simplement. Alors, au départ, Walt Disney voulait l'appeler Mortimer, mais sa femme trouvait que c'était pas hyper sexy, que ça allait pas trop plaire aux enfants, donc il a proposé un petit diminutif d'un nom assez courant, et parce qu'elle pensait que ça faisait plus vendeur, tout simplement. J'ai regardé s'il y avait des éventuels rapports qu'il pouvait y avoir entre Walt Disney et Charlie Chaplin, qui sont deux géants qui s'admiraient, qui se connaissaient. On sait que Walt Disney admirait énormément Charlie Chaplin, dont le succès a précédé le sien. Il le considérait comme un des plus grands artistes du cinéma muet. Chaplin et Mickey partagent des caractéristiques semblables. Ils sont tous les deux petits, de petite taille. Ils font des gestes exagérés et ils ont cette capacité à susciter l'empathie. Bon, ça, c'est pas quelque chose qu'on trouve sous le sabot d'un cheval, hein. Donc Chaplin, il incarnait le petit homme fragile mais malin qui triomphe malgré les difficultés, et Disney a voulu que Mickey soit un personnage du même genre, drôle, vulnérable, mais capable de s'en sortir. C'est vrai, c'était pas obligé que ce soit comme ça, et ça a été comme ça pour la raison que je viens de dire. Donc Mickey, il a beaucoup de cette gestuelle chaplinesque, pour le dire comme ça, surtout dans les premiers courts-métrages dont tu viens de parler, 1928, 1930, voilà. Est-ce que maintenant, ils ont eu une relation professionnelle ? En 1932, Charlie Chaplin était déjà une icône mondiale. Disney recevait à cette époque un Oscar quand même spécial pour la création de Mickey Mouse, remis par l'Académie où Chaplin était très influent. Les deux se sont croisés plusieurs fois à Hollywood lors de cérémonies et d'événements, même si leur relation n'était pas intime. Voilà. Mais ce qui est sûr, c'est que ces deux-là ont contribué à rendre le cinéma universel. Chaplin par le mime et l'humour visuel, et Disney par l'animation et les personnages parlant. On sait l'importance du parlant, l'importance que ça a eu dans le cinéma, et donc leur œuvre transcende les langues et touche direct à l'émotion humaine, ce qui explique le succès finalement qu'ils ont eu tous les deux, et qui sont clairement un cran au-dessus de tous les autres, pour toutes les raisons que je viens de dire. Oui, bien sûr. Et puis, ce qui est impressionnant, c'est un peu ce que tu sous-entendais, c'est que Chaplin et Disney, ça fait partie des très rares artistes qui sont passés du muet au parlant sans que leur succès ne décline. Généralement, les artistes stars du muet, comme par exemple Buster Keaton, étaient complètement dépassés par le parlant, parce que ça impliquait d'avoir une méthode de jeu d'acteurs qui soit complètement différente, justement avoir un jeu plus subtil, pas du tout exagéré, puisque pourquoi les artistes du muet comme Charlie Chaplin ont des gestes exagérés, c'est pour compenser l'absence de paroles, de dialogue évidemment, mais d'une certaine manière Walt Disney et Chaplin, ils ont réussi à transcender ça. Et pour revenir au choix de la souris, de l'animal, donc ce qui est intéressant, c'est un peu en rapport avec ce que tu dis, c'est que Disney il voulait que il y ait quelque chose dans ces dessins animés qui plaise aux enfants, et ils pensaient qu'un animal petit et mignon, ça leur plairait. Et surtout, à l'époque, il y avait aussi Félix le chat qui avait été créé en 1922. Mais comme le chat avait déjà été pris, que pour lui, ça incarnait plutôt un animal un peu rusé, même un petit peu fourbe, il préférait quelque chose qui semblait beaucoup plus innocent et beaucoup plus mignon. MJ, on est toujours sur Mickey. Parle-moi des premières apparitions de Mickey. Moi, j'ai en tête un truc qui s'appelle Steamboat Willie. Oui, c'est ça, oui. Mickey, il est sur un bateau. Donc, ces premières apparitions, c'est quand, c'est comment, c'est dans quel type d'histoire ? Alors, Steamboat Willie, il a aussi été créé en 1928, donc c'est vraiment un des tout premiers dessins animés de Mickey, mais le tout premier, vraiment, la première fois qu'on voit Mickey, c'est dans un dessin animé qui s'appelle Plane Crazy, qui est inspiré des exploits du pionnier de l'aviation Charles Lindbergh. De toute façon, plane, ça veut dire avion, tout simplement. Et en fait, comme c'était un dessin animé muet, ça n'a pas eu beaucoup de succès. Et le premier grand succès dans lequel apparaît Mickey, c'est justement Steamboat Willie, qui est le premier dessin animé où on a une synchronisation de l'image avec une bande sonore, donc avec de la musique. Et d'ailleurs, ce Steamboat Willie, ce personnage de Mickey qui conduit un bateau sur un gouvernail qui siffle, c'est quelque chose qu'on reprend dans pas mal de Disney, même moderne, comme petit générique pour annoncer qu'on est bien sur un film de Walt Disney.
Et anecdote rigolote, les premiers mots prononcés par Mickey sont hot dogs. Donc c'est dans The Carnival Kid où il joue tout simplement un vendeur de hot dogs. Allez, à mon tour de donner un fun fact sur Walt Disney. Walt Disney a été la toute première voix de Mickey. Oui, exactement. Les petits oh là là qu'on entend là de 1928 à 1947, et ben c'était la voix de Walt Disney. Tant qu'on est sur les histoires de souris, je vais te faire un petit package. Il avait peur des souris, c'est drôle. En parlant d'animaux et de cinéma, de la même manière que par exemple on sait que le personnage d'Harrison Ford, qu'interprète Harrison Ford, Indiana Jones, il a notoirement peur des serpents. C'est drôle parce que des vrais naturalistes ont nommé une vraie espèce de serpent péruvienne en lui donnant le nom d'Indiana Jones, je l'ai plus en tête, mais il y a Harrison Fordy dans le nom de cette couleuvre. Et bien là, c'est drôle. Walt Disney qui a inventé son personnage le plus célèbre, en tout cas chronologiquement, c'est Mickey Mouse. Il avait peur des souris, Walt Disney. Mais il a eu je sais pas comment dire, le courage ou la folie de penser qu'un personnage en forme de petite souris serait attachant, serait commercialement intéressant. Exactement. Donc le fameux serpent, c'est Tachymenoides Harrison Fordy et il a été découvert en 2023. Ouais, c'est très récent. Merci d'avoir checké ça. Tu te souviens, au tout début, j'avais précisé que Walt Disney, il avait perdu ses droits sur le lapin qui s'appelait Oswald. Qu'en est-il pour Mickey ? On se doute bien que là, pour le coup, il a conservé ses droits. Donc, comment ça s'est goupillé, cette histoire d'argent et de droits ? Alors, pour le coup, Walt Disney a déposé les droits de Mickey dès 1928. Mais à l'époque où il a déposé les droits, il y avait une loi qui stipulait que les artistes ne pouvaient être propriétaires de leur création que pendant 56 ans. Donc, en théorie, Mickey Mouse serait tombé dans le domaine public, c'est-à-dire que n'importe quelle autre compagnie que Walt Disney aurait pu utiliser le personnage à partir de 1984. Ouais, date ô combien symbolique au passage. Oui, c'est vrai, date assez symbolique. Alors finalement, ça s'est pas fait parce que Disney a un peu magouillé pour faire en sorte de repousser au maximum cette date. Et ça a duré 40 ans et jusqu'au 1er janvier 2024, donc c'est très récent, Mickey appartenait entièrement à Disney, mais depuis cette date, n'importe qui peut utiliser Mickey dans ses œuvres. Ah bah c'est bien, on va le faire venir à Baleine sous Gravillon du coup. Voilà, par exemple, maintenant on a le droit d'utiliser Mickey Mouse, il est dans le domaine public depuis le 2024. Voilà ce qu'on pouvait dire dans cet épisode, Marie-Juliette, sur cette série Disney. Je te retrouve très vite pour explorer d'autres merveilles de ces films. D'ici là, prends soin de toi. Salut. Salut Marc. C'est la fin de cet épisode. Merci de nous avoir prêté tes oreilles. Pour continuer, nous avons besoin d'un petit coup de main. Tu peux laisser des étoiles et surtout un avis sur Apple Podcast et sur Spotify. Tu peux aussi faire un don ponctuel ou mensuel sur Helloasso ou sur Tipeee. Grand merci pour ton soutien. À bientôt. Et d'ici là, prends soin de toi et de ce qu'il y a autour de nous.